Donc on poursuit notre séance par l'examen de la proposition de résolution relative à la création en Nouvelle-Calédonie d'une autorité administrative indépendante disposant de pouvoirs de contrôle et de sanctions en matière de concurrence. Le rapport numéro 44 du 7/02/2013. Donc je vous propose de donner lecture du rapport 53 du 18 avril 2013 de la Commission de la législation et de la réglementation économique et fiscale en page 22 et de poursuivre en page 24 les observations en dessous des articles. Donc Monsieur Breténier ou Madame Délé. Que Philippe Michel, qui est le coupable tout trouvé. Voilà, lise. Ok, alors, vous m'avez dit, Monsieur le Président, page 22. C'est l'exposé des motifs. D'accord, mais en page 22, il n'y a rien. Donc en 24. En fait, c'est en page 24, c'est ça? Parce que dans la discussion générale, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, hein? Ouais. Ok, donc article 1er, à moins que j'ai raté quelque chose dans les observations. Non, donc article 1er, sans observation. Qu'est-ce que... Pas d'observation, il n'y a pas d'observation, j'y peux rien. J'ai bon là? Les observations qui sont en dessous des articles de la page 24. Ce que je viens de faire, article 1er sans observation. Non mais en fait... Ah bon, ok. Alors, Monsieur Michel indiquant, c'est ça? Oui. Ok, donc Monsieur Michel indiquant que le débat devra porter sur la manière de créer une autorité administrative locale et indépendante disposant de pouvoirs de contrôle et de sanctions, précise les deux options possibles, consistant en soit la modification générique de la loi organique statutaire qui renverrait à la compétence de la Nouvelle-Calédonie, soit l'introduction dans la loi organique d'un cadre réglementaire minimum relatif au fonctionnement et à la composition de cette autorité. Monsieur Breténier signale qu'il est également possible d'indiquer dans la loi organique statutaire, d'une part, la création d'une autorité administrative de la concurrence et d'autre part, la possibilité pour la Nouvelle-Calédonie de créer des autorités administratives indépendantes. Monsieur Jaiwei rappelle que, suite au dernier comité des signataires, une réunion des présidents avait été prévue de manière à discuter des modalités de mise en œuvre ainsi que de la composition de cette autorité de la concurrence. Souscrivant aux propos de M. Jaiwei, M. Breténier fait observer qu'il s'agissait d'une suggestion pertinente. En outre, il estime également que Calédonie Ensemble retire sa proposition de résolution, rappelant le retrait de sa propre proposition du texte du même ordre par le rassemblement UMP. Voilà. Merci. Donc, dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Monsieur Michel. Oui, je vais essayer de resituer le débat rapidement. Je rappelle que lors du dernier comité des signataires, au relevé de conclusion, au sujet de la modification de la loi organique destinée à permettre d'une manière générale la création d'autorités administratives indépendantes et en particulier la création d'une autorité locale de la concurrence, le relevé de conclusion mentionnait deux possibilités. La première, c'était une modification minimum, si je puis dire, de la loi organique statutaire pour renvoyer au maximum, si je puis dire, à la compétence de la Nouvelle-Calédonie. Et puis une deuxième, qui prévoyait par contre que la loi organique, que la modification de la loi organique précise dans toute la mesure du possible les principes de composition, de fonctionnement et les attributions de cette autorité indépendante de la concurrence, de sorte que nous ayons un maximum de garanties sur le sujet. C'est donc suite à cette
C'est donc suite à ce relevé de conclusion que nous avons souhaité, parce que c'est ça l'objet de la résolution qu'on a déposée, hein, nous avons souhaité en réalité ouvrir un débat au Congrès pour amener les élus à se positionner sur ces deux alternatives. Parce que politiquement, elles ne relèvent pas nécessairement des mêmes philosophies, tout le monde le comprend bien. Et puis concrètement ensuite, en termes de conséquences, notamment hein, sur la question de l'indépendance, elles peuvent aussi, bien sûr, ne pas aboutir aux mêmes conséquences. Donc nous avons, par le dépôt de cette proposition de résolution, souhaité ouvrir le débat sur ce point, sachant que, grosso modo, il y a deux écoles. Hein. Il y en a une qui est celle pour l'exercice le plus large possible des compétences calédoniennes, qui consiste à dire c'est le Congrès, dans toute la mesure du possible, qui doit se saisir et assumer ses compétences et ses responsabilités. Et puis l'autre, qui consiste à dire, quelles que soient les compétences et le degré d'autonomie dont nous disposons, il faut, en la matière, avoir de véritables garanties d'indépendance et d'expertise, et seul le recours au législateur organique nous permettrait d'avoir ces garanties. Parce qu'au-delà des philosophies politiques des uns et des autres, et qui sont légitimes, ce qui nous semble essentiel, c'est qu'on ait réellement un outil de régulation parfaitement indépendant du pouvoir politique et des lobbies économiques. Voilà. Alors maintenant, il est vrai, comme ça a été indiqué par Jean-Pierre Diaoué, qu'en réalité, il y a un autre espace de discussion, puisque l'État va mettre en circulation dans les tout prochains jours l'avant-projet de modification de la loi organique, avec, j'imagine, nécessairement une option qui sera prise par l'État sur le sujet. Donc, vu la désertion des bancs du Congrès aujourd'hui, en cette fin de semaine chargée, je sais pas trop comment on doit la jouer. Peut-être que si on est appelé, enfin j'anticipe sur ce qu'a dit Pierre Breténier tout à l'heure, peut-être que si on est appelé à avoir une seconde lecture sur la proposition, peut-être qu'on pourrait enfin bon, moi je cherche à être pragmatique, hein, peut-être qu'on pourrait renvoyer ce débat à ce moment-là, à cette seconde lecture, Pierre. Enfin, je sais pas. Oui. De toute façon, le comité des signataires s'est réuni et le Parlement, donc le gouvernement va déposer un projet de loi devant le Parlement et le Congrès est de toute façon obligatoirement saisi pour avis. Il sera temps à ce moment-là de donner notre avis. C'est la procédure normale. Oui, je crois que, bon, en plus de ce qu'a dit Jean-Pierre Diaoué, je crois que ma collègue avait à l'occasion de cela exprimé une position de principe politique en disant que on ne va pas remonter en général quand la rivière il coule toujours de la montagne vers la mer. Donc on ne va pas remonter le sens du courant parce que sinon on va être fatigué un jour. Donc vous qui connaissez bien les rivières, le sens de l'histoire il va vers la sortie. Donc si on veut avoir notre volonté, c'est qu'on donne la possibilité au Congrès de décider et de mettre en place cette organisation et à charge à nous aussi de respecter, parce que c'est vrai que si on est toujours dire que on va avancer puis après on recule, on n'avance pas. Et je dis au niveau des mentalités, hein, pas au niveau d'autres choses. J'ai dit l'autre fois que il y avait, j'ai dit au syndicat, là, parce qu'il demandait effectivement que ce soit la loi, que ce soit, oui, la loi organique.
soit créée notre structure, je disais que voilà, il y a eu l'histoire des esclaves américains noirs. Ben quand on leur a dit que ça y est, vous n'êtes plus esclaves, ben, il y en a qui pleuraient. Ah non, non, je veux rester avec vous. Je pense qu'il faut quand même qu'on commence un peu à s'émanciper. Et c'est l'accord de Nouméa, ça, hein, c'est l'émancipation du peuple kanak calédonien. Donc voilà, il faut qu'on essaie un peu d'évoluer. Voilà, je dis ça, mais je crois que les autres, ils ont déjà dit d'une autre manière. Je le dis à ma façon, si ça peut vous rendre service. C'est pour ça que je vous avais proposé tout à l'heure de mettre Kanaki Calédonie déjà. Et puis, que vous avez dit que le drapeau, vous l'avez dit vous-même, que maintenant qu'il est là, il ne descendra plus. Voilà. Non, il faut qu'on continue à avancer. Et on a bien avancé ce matin. J'en conviens. Finalement, j'ai changé d'avis. Je crois que vous aviez raison de ne pas servir de vin ou de bière au repas. Merci. Madame Laouvert. Simplement, Jacques Lallier, je pense qu'il faisait allusion aussi en fait à la note du gouvernement qui soulevait un problème juridique, je crois, constitutionnel, quant à la possibilité de prévoir et de créer directement une autorité par la loi organique. Donc il faisait là, d'où le choix éventuel, enfin c'est quand même pas confirmé, c'est pour ça qu'il disait que peut-être il valait mieux privilégier la possibilité d'ouvrir la possibilité au Congrès de pouvoir créer ces autorités indépendantes. Merci. Donc, non, Pierre, moi je souhaite embêter personne. Retirer, non. C'est un débat qui me semble, moi, essentiel. Mais par contre, ce que je propose, c'est qu'on reporte ce débat. Voilà, pour qu'on ait une vraie discussion de fond là-dessus. Et peut-être que d'ici là, d'ailleurs, certains d'entre vous auront l'avant-projet, hein, qui doit être mis en circulation, enfin l'avant-projet de modification de la loi organique qui doit être mis en circulation incessamment. Donc peut-être qu'au moins on sera éclairé sur le sujet. Mais cette discussion, elle est importante. Enfin, c'est quand même pas rien, hein, le sens du courant, là. Gouvernement. Oui, merci. Par rapport à la proposition de retrait, en fait, c'était de peut-être reporter ce débat à septembre. Mais j'évoquais tout à l'heure un certain nombre de dispositions sur lesquelles il fallait anticiper, notamment sur les moyens. Peut-être qu'il faudrait qu'on puisse se voir dans un format qui intègre le gouvernement pour réfléchir en amont sur le sujet de façon à bien calibrer le projet de texte. Bon, Monsieur le Président, je propose de reporter la discussion sur ce sujet. Merci. Merci, donc on passe... Alors, oui, non, mais j'ai... Vous êtes d'accord pour que l'on reporte le texte là? Donc on passe au texte suivant? D'accord. Donc on passe à l'examen de la proposition de loi du pays instituant la peine pénale sanctionnant les infractions à la réglementation fiscale, le rapport numéro 17 du 7/2/2013. Donc je vais demander à Monsieur Lanier, rapporteur spécial de la proposition de loi du pays de... Merci, Monsieur le Président. Sur les éléments contextuels, en Nouvelle-Calédonie, les infractions à la loi fiscale sont uniquement sanctionnées par des pénalités administratives. Les intérêts de retard, les majorations de droits et les amendes. Ces pénalités sont déterminées par l'administration elle-même, sous le contrôle du juge de l'impôt. Elles sont cependant insuffisamment dissuasives
au regard du risque d'évasion fiscale, ce qui est évidemment préjudiciable au financement des politiques publiques. Grand 1, les pénalités insuffisamment dissuasives. La sanction pécuniaire, purement administrative, n'est pas suffisante pour dissuader la fraude fiscale, puisque les majorations de droits applicables, non cumulatives entre elles, sont plafonnées en montant et en durée. Ainsi, en l'absence de pénalisation du délit de fraude fiscale, le degré de sanction d'un même comportement fautif dépend exclusivement du montant des impositions éludées. Pour corriger cette carence, la sanction de la fraude fiscale doit être supérieure aux gains qui en sont espérés afin de renverser l'arbitrage du fraudeur. Or, en l'état actuel de notre législation, l'absence de texte pénal sanctionnant les comportements frauduleux reste favorable aux fraudeurs. Les contribuables, peu civiques, ont en effet tout intérêt à s'affranchir de la fiscalité, puisqu'en définitive, le risque de redressement se limitera à 150% maximum du montant de l'impôt dû, plafonné aux 3 dernières années, sans risque de peine supplémentaire à l'encontre des contrevenants. L'absence de sanctions pénales de la fraude fiscale peut également inciter les contribuables à organiser volontairement leur insolvabilité pour échapper aux redressements fiscaux. La Chambre territoriale des comptes l'affirmait en ces termes dans son rapport sur les recettes fiscales de la Nouvelle-Calédonie en 2003. La Chambre considère qu'il s'agit d'une lacune car les sanctions strictement fiscales peuvent être sans aucun effet sur des fraudeurs dont l'insolvabilité a été organisée ou sur des sociétés dissoutes entre autres. Une absence de sanctions pénales potentiellement très préjudiciable aux finances publiques. La fraude fiscale concerne tous les pays du monde, à des degrés divers. La Suède estime cette fraude à un montant compris entre 3,8% et 5,5% de son PIB. Au Canada, la fraude fiscale a été estimée à hauteur de 10% du rendement total de l'impôt sur le revenu. Au plan mondial, le FMI estime que l'évasion fiscale, fruit de la fraude fiscale, se monte à 5 500 milliards d'euros, soit près de 3 fois le PIB de la France. La Commission européenne parle, elle, de 1000 milliards d'euros qui échappent à l'impôt chaque année en Europe. La lutte contre la fraude fiscale est d'ailleurs inscrite à l'agenda du sommet des chefs d'État européens le 22 mai prochain. Enfin, Charles Prats, magistrat spécialisé dans la lutte contre les fraudes aux finances publiques, rappelle qu'en France, la fraude fiscale varie de 25 milliards d'euros par an, selon la Cour des comptes, à 80 milliards d'euros par an toujours, selon le principal syndicat des fonctionnaires des impôts. En Nouvelle-Calédonie, les derniers rapports de la direction des services fiscaux et l'évolution des résultats des contrôles externes sont pour le moins édifiants. Sur l'année 2012, le résultat du contrôle fiscal externe est de 2 464 millions, soit 12% du montant de l'impôt sur le revenu. Sur la période 2009 à 2012 et sur 104 vérifications de comptabilité, 13 dossiers, soit 12,5%, auraient pu faire l'objet d'une proposition de délit de fraude fiscale auprès du procureur de la République. Par comparaison, en métropole, ce taux est de 2%. Cette différence, du simple au double, entre le taux calédonien et le taux national, confirme clairement la valeur d'exemplarité et de dissuasion attachée à ce type de procédure. Au bilan et compte tenu de l'état de notre droit, il paraît donc tout à fait pertinent qu'aux pénalités de nature fiscale puissent venir s'ajouter pour les infractions les plus graves des sanctions pénales qui seront prononcées par le tribunal correctionnel saisi par l'administration fiscale. C'est au demeurant l'engagement que nous avons collectivement contracté en signant les accords économiques et sociaux du 12 juin 2012, dont le point 2.1.3 prévoit explicitement la création du délit de fraude fiscale avant le 1er janvier 2013. C'est également une mesure nécessaire au regard des recommandations exprimées par la Chambre territoriale des comptes dans son rapport du 13 novembre 2008. La présentation du délit de fraude fiscale. Sur les éléments juridiques constitutifs du délit de fraude fiscale, les éléments constitutifs du délit de fraude fiscale contenus dans la présente proposition sont pour l'essentiel identiques à ceux de l'article 1741 du Code général des impôts. Ce délit consiste à se soustraire ou à tenter de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt
prévue par la réglementation fiscale. Cet article énonce une liste non limitative des formes que peut prendre cette infraction. L'omission volontaire de déclaration dans les délais, la dissimulation volontaire des sommes sujettes à l'impôt, l'organisation d'insolvabilité, l'obstruction au recouvrement de l'impôt par toute autre manœuvre. Au plan juridique, le bulletin officiel des finances publiques, le BOFIP, du 12 septembre 2012, précise que les éléments constitutifs du délit de fraude fiscale doivent réunir deux critères. L'existence de faits matériels tendant à permettre aux contribuables de se soustraire totalement ou partiellement à l'établissement ou au paiement de l'impôt. En deuxième lieu, une intention délibérée de fraude. Ces deux éléments, l'un matériel, l'autre intentionnel, contribuent donc à caractériser le délit de fraude fiscale. Sur la jurisprudence maintenant. De jurisprudence constante, les tribunaux vérifient les éléments constitutifs de la fraude fiscale tels qu'ils sont définis par la législation. Ainsi, la Cour de cassation considère comme coupable de fraude fiscale le contribuable qui s'est systématiquement abstenu de souscrire ses déclarations en dépit des multiples mises en demeure qui lui avaient été adressées. De la même manière, elle considère que la persistance des carences déclaratives du contribuable, en dépit des interventions multiples des services fiscaux, implique la volonté délibérée du prévenu de se soustraire à tout établissement et à tout paiement des impôts qu'il devait. Il est à noter que les complices de tels agissements sont également punis. Nous passons maintenant à l'examen de la proposition de loi du pays. La présente proposition de loi du pays introduit dans le Code des impôts 8 articles nouveaux. L'article 1060 du Code des impôts reprend l'article 1741 du Code général des impôts qui définit le délit général de fraude fiscale. Le paragraphe grand 1 de cet article fixe les amendes et les sanctions applicables en fonction de la gravité des infractions. Le paragraphe grand 2 précise que l'infraction n'est punissable que si la base d'imposition dissimulée excède le dixième de la somme imposable ou 20 000 francs. Le paragraphe 3 évoque la privation éventuelle des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par le Code pénal, ainsi que la possibilité pour la juridiction d'ordonner l'affichage et la diffusion de la décision. Le paragraphe 4 reprend les dispositions du livre des procédures fiscales qui fixe les dates limites de dépôt de plainte par l'administration, en précisant que ces plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la 3e année qui suit celle de l'infraction, ce qui donne une année supplémentaire à l'administration fiscale pour poursuivre un contribuable par rapport au délai général de reprise de 3 ans strictement fiscal. Enfin, le 5 est le reflet de l'article 1742 du Code général des impôts qui vise les complices des délits visés par le présent article. L'article 1060-1 reprend le troisièmement de l'article 1743 du Code général des impôts qui vise les personnes qui auraient fourni sciemment des renseignements inexacts en vue de l'obtention d'agréments en matière d'aide fiscale. Cet article est particulièrement important au regard du dispositif de défiscalisation locale. L'article 1060-2 rappelle le principe de solidarité avec le redevable légal de l'impôt fraudé de toute personne ayant participé à la fraude et est reconnu comme tel par une condamnation définitive. L'article 1060-3 fixe les peines encourues par toute personne qui met les agents habilités dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions. L'article 1060-4 fixe les sanctions et amendes pour l'organisation ou la tentative d'organisation d'un refus collectif de l'impôt ou à en retarder le paiement. L'article 1060-5 prévoit des peines complémentaires pour les personnes physiques coupables de différentes infractions en matière d'impôt. Cet article énumère les interdictions dont sont passibles les contrevenants. L'article 1060-6 est consacré aux amendes et sanctions pénales encourues par les professionnels convaincus d'avoir établi ou aidé à établir des documents produits dans le but de minorer les impôts dus par leurs clients. Le dernier alinéa de cet article rappelle en outre que ces professionnels sont tenus solidairement avec leurs clients au paiement de toutes les sommes dues. L'article 1060-7 impute au budget de la Nouvelle-Calédonie le produit des amendes perçues dans le cadre de cette proposition de loi et en fixe les modalités de recouvrement. Sur les avis et consultations, la proposition de loi du pays que nous examinons a été soumise à l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le 5 mars 2013, à l'avis du Conseil d'État le 2 avril et à l'examen de la Commission de la législation et de la réglementation économique et fiscale du Congrès le 18 avril. Sur le gouvernement a émis plusieurs observations identiques à celles formulées par le Conseil d'État, lesquelles sont reprises sous forme d'amendements par votre rapporteur.
Le gouvernement a également proposé d'ajouter 2 articles à la proposition de loi du pays. Le premier concerne le caractère intentionnel de la fraude et reprend l'article L227 du livre des procédures fiscales. Cet article prévoit que c'est au ministère public et à l'administration d'apporter la preuve du caractère intentionnel de la soustraction. Votre rapporteur considère que cet article est nécessaire, il permet une meilleure protection du contribuable. En effet, il ne peut y avoir délit si la preuve n'est pas apportée que le contribuable a eu connaissance qu'il accomplissait un acte illicite. Il faut que la démonstration soit faite que le contribuable a tenté de tromper l'administration. Un amendement vous est proposé en ce sens, c'est l'amendement numéro 7. Le deuxième article propose que lorsqu'une information est ouverte par l'autorité judiciaire sur la plainte de la direction des services fiscaux, cette administration peut se constituer partie civile. Toutefois, vérification auprès du Conseil d'État, cette proposition relève de la procédure pénale, de compétence de l'État. En conséquence, je vous propose de ne pas retenir l'ajout de cet article demandé par le gouvernement. Sur l'avis du Conseil d'État, sur la compétence de la Nouvelle-Calédonie et le recours à une loi du pays, dans l'exposé des motifs, l'auteur du texte a exprimé son incertitude quant au recours à une loi du pays pour instituer le délit de fraude fiscale. Il apparaît en effet, à la lecture de l'article 99 de la loi organique définissant la liste des matières dans lesquelles l'adoption d'une loi de pays est juridiquement nécessaire, que cette liste ne fait pas expressément mention des sanctions pénales ni des sanctions dans le domaine fiscal. Le Conseil d'État a, dans son avis du 2 avril 2013, levé cette interrogation en confirmant que l'instauration du délit de fraude fiscale relève bien du domaine de la loi du pays, l'article 99 précité devant être lu de manière combinée avec les articles 86 et 87 de la loi organique statutaire. Ces derniers donnent compétence au Congrès de la Nouvelle-Calédonie pour instituer des sanctions pénales dans le ressort de ses compétences et notamment en matière fiscale, soit sous la forme d'amende, c'est l'objet de l'article 86 de la loi organique, soit sous la forme de peine d'emprisonnement, c'est l'objet de l'article 87 de la loi organique, dans le respect, bien évidemment, de la double exigence d'équivalence, de définition des infractions et de quantum des sanctions fixées par ces dispositions, avec celles prévues par les lois et règlements de la République. Le Conseil d'État estime en outre que les dispositions de la présente proposition de loi du pays ne méconnaissent en elles-mêmes aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle. Sur le titre de la proposition de loi du pays, le Conseil d'État constate que le titre de la proposition est ambigu, en ce qu'il ne vise que la réglementation. En outre, le terme « sanction » doit être préféré à celui de « peine ». Il suggère donc de modifier le titre et d'indiquer que la loi du pays est relative, je cite, à l'institution de sanctions pénales réprimant les infractions à la législation et à la réglementation fiscale. C'est l'objet du premier amendement que j'ai l'honneur de vous soumettre. Sur la numérotation, le Conseil d'État, comme le gouvernement, recommande d'assortir la numérotation de chaque article de la présente proposition de la mention LP, conformément aux usages légistiques. C'est l'objet du deuxième amendement. Sur l'article 1060-1, dans leurs avis respectifs, le Conseil d'État et le gouvernement recommandent de compléter cet article par la même disposition que celle prévue au premièrement de l'article 1743 du CGI. C'est l'objet de l'amendement numéro 3. Sur l'article 1060-3, le Conseil d'État estime que ces dispositions doivent être regardées comme relevant de la procédure pénale de compétence de l'État. Plutôt que de supprimer cet article, votre rapporteur vous propose de le réserver et d'adopter ultérieurement une résolution demandant à l'État d'étendre les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 1746 du Code général des impôts à la Nouvelle-Calédonie. Sur l'article 1060-5, il est proposé de supprimer les mots de taxe de publicité foncière et de rajouter les mots de taxe hypothécaire et de contribution de sécurité immobilière. C'est l'objet de l'amendement numéro 4. Sur l'article 1060-6, le Conseil d'État recommande d'employer le pluriel au début de la première phrase de cet article. C'est l'objet du cinquième amendement. Sur l'article 1060-7, le Conseil d'État constate que la rédaction de la première phrase de l'article 1060-7 est redondante par rapport à celle du quatrièmement de l'article 86 de la loi organique et suggère de ne pas la retenir. Cette suppression fait l'objet de l'amendement numéro 6. Sur la suggestion du Conseil d'État concernant
l'instauration d'une commission des infractions fiscales. Le Conseil d'État a également relevé que si la proposition de loi du pays transpose les sanctions pénales prévues par le Code général des impôts, elle ne retient pas de procédure équivalente à l'institution de la commission des infractions fiscales, la CIF. Cette commission, créée par la loi du 29 décembre 1977, fait l'objet des articles L228 et suivants du livre des procédures fiscales. Elle contribue à jouer un rôle de filtre tout en offrant des garanties procédurales aux contribuables avant l'engagement de procédures pénales. Elle est composée de 24 membres titulaires et suppléants, conseillers d'État et conseillers maîtres à la Cour des comptes. S'il suggère de réfléchir à la création d'une telle commission, le Conseil d'État reconnaît cependant la difficulté qu'il pourrait y avoir à la constituer en Nouvelle-Calédonie. En l'espèce, votre rapporteur partage complètement ce point de vue pour 2 raisons au moins. D'une part, comme le souligne le Conseil d'État lui-même, cette commission n'est pas constitutive du respect des droits de la défense qui sont pleinement garantis devant le juge pénal. D'autre part, la disponibilité des magistrats du tribunal administratif de Nouméa, comme celle des magistrats de la Chambre territoriale des comptes, est limitée, compte tenu de leur nombre réduit. J'ajoute que la compétence de la Nouvelle-Calédonie pour créer une commission formée de magistrats n'est pas avérée. Au final, la création de cette commission purement consultative dans la loi de pays, sans avoir préalablement vérifié la disponibilité des magistrats appelés à y siéger, pourrait avoir pour effet de retarder la mise en œuvre des dispositions visant à lutter efficacement contre la fraude fiscale sans nécessairement assurer une meilleure protection des contribuables. Par ailleurs, comme indiqué précédemment, la proposition de créer un article 1060-8 nouveau, au terme duquel c'est au ministère public et à l'administration d'apporter la preuve du caractère intentionnel de la fraude, est bien de nature à préserver les garanties offertes aux contribuables. C'est pourquoi, en accord avec l'auteur de la proposition de loi du pays, votre rapporteur vous propose un amendement numéro 7 pour la création de cet article, ainsi qu'un amendement numéro 8 ayant pour objet d'enjoindre au gouvernement de produire devant le Congrès un rapport annuel concernant le résultat de l'activité fiscale et les éventuelles procédures pénales engagées ainsi que leur aboutissement. Ainsi, le Congrès sera à même d'apprécier l'opportunité de compléter ou modifier les textes applicables en vue de renforcer ou non la protection des contribuables. Sur l'avis de la Commission de la législation de la réglementation économique et fiscale, réunie le 18 avril dernier, la CREF a émis un avis favorable à la présente proposition de loi ainsi qu'aux amendements proposés par votre rapporteur à la majorité de ses membres. En conclusion, Monsieur le Président, mes chers collègues, l'instauration du délit de fraude fiscale proposée par cette loi du pays permettra de compléter de manière efficace les moyens mis à la disposition de l'administration pour limiter la capacité des contribuables à mettre en place des stratégies d'optimisation fiscale détournant l'esprit de la loi. Elle permettra de pénaliser plus durement les fraudeurs. Elle offrira davantage de lisibilité aux décideurs politiques pour assurer une plus juste contribution de l'ensemble des contribuables au financement des besoins de la collectivité, ce qui constitue pour tous les citoyens une condition essentielle de l'acceptation de la fiscalité. Je vous remercie. Merci. Monsieur Bretigny. Général. Monsieur le Président, nous sommes favorables à ce que effectivement des sanctions pénales soient prévues dans certains cas pour sanctionner certaines infractions pénales. Ce que nous regrettons, c'est que l'auteur de la proposition n'ait pas cru devoir, une fois encore, retenir la proposition du Conseil d'État qui est de créer une commission des infractions fiscales. Si cette commission des infractions fiscales a été créée en métropole, c'est bien qu'il y avait des raisons. Il y avait des raisons. Si, vous comprenez que si un contribuable est poursuivi devant le tribunal pénal, il est automatiquement l'objet d'une médiatisation qui lui est excessivement dommageable, que ce soit auprès de ses amis, auprès de ses lieux de travail, etc. Et il peut être sûr d'avoir dans la presse de faire les gros titres. Monsieur Untel est poursuivi devant le tribunal pénal. Et
S'il se révèle qu'il est innocent, que se passe-t-il? Il y aura 6 mois après un entrefilé dans le journal. Il aura souffert peut-être pendant 6 mois, il sera peut-être suicidé entre-temps. Que risque l'administration si elle s'est trompée? Que risque-t-elle? Rien. Elle va dire, bon, pardon, je m'excuse. Et c'est la raison pour laquelle, en métropole, il a été décidé de créer une commission des infractions fiscales composée de magistrats qui effectue un filtre et qui dit aux services fiscaux, oui, là, il y a matière à poursuivre pénalement, ou non, là, vous êtes pratiquement sûr de perdre, il n'y a pas matière suffisante à poursuivre pénalement. Et je crois que quand on donne des pouvoirs supplémentaires à l'administration, comme il est prévu ici, on doit aussi donner des contre-pouvoirs en faveur des contribuables. Et donc nous allons déposer un amendement pour que soit créée cette commission des infractions fiscales en Nouvelle-Calédonie, si ce texte était approuvé. Merci. Monsieur Michel. Oui, merci Monsieur le Président. Globalement, pour résumer, en tout cas de ce que j'ai vu en commission, les débats ont tourné uniquement autour de cette question. C'est-à-dire que je n'ai pas entendu un groupe politique être contre le principe de la pénalisation de la fraude fiscale. C'est juste au niveau des modalités, et en particulier de cette commission de la CIF, que les débats se sont faits. J'entends bien ce qui vient d'être dit par Pierre Breténier, et je voudrais lui dire d'abord, pour lever toute ambiguïté, que nous ne sommes pas opposés au principe d'une CIF. Que les choses soient bien claires. Simplement, ce qu'il a dit mérite 2-3 précisions. D'abord, le Conseil d'État n'a pas recommandé de créer une CIF. Il a suggéré, ce qui est très différent. Non, Pierre. Non, Pierre. Et d'ailleurs, et c'est pas anodin, il a fait cette suggestion en reconnaissant 2 choses essentielles. La première, c'est que CIF ou passif, les droits des contribuables n'en sont pas davantage garantis. Il le dit non, mais c'est le Conseil d'État qui le dit explicitement dans son avis. Sors-moi son avis. On va relire l'avis du Conseil d'État sur le sujet, parce que ça me semble tout à fait important. Donc le Conseil d'État dit ceci, dans son point 3. Oui, je lis tout. Le Conseil d'État relève que si la proposition de loi du pays qui transpose à la Nouvelle-Calédonie les sanctions pénales prévues par le Code général des impôts, elle ne retient pas de procédure équivalente à celle résultant de l'institution de la Commission des infractions fiscales par la loi du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière. Il suggère, je lis Pierre, il suggère d'envisager cette possibilité. Non, il recommande d'habitude. Bon, enfin, peu importe. C'est la suite surtout qui est intéressante. Il suggère d'envisager cette possibilité, nonobstant la difficulté qu'il pourrait y avoir à constituer une telle commission sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. C'est ce que dit le Conseil d'État. Il poursuit en disant ceci. L'existence d'un organe consultatif chargé de donner un avis conforme sur l'opportunité des poursuites pénales, sans être une exigence constitutive du respect des droits de la défense, lesquels sont pleinement garantis devant le juge pénal, c'est le Conseil d'État qui parle, peut contribuer à un rôle de filtre utile, etc. Alors, non mais, je voudrais bien replacer le débat par rapport au fait que nous ne sommes pas contre l'instauration de cette commission, mais que le Conseil d'État qui la recommande ou qui la suggère, peu importe lui-même, admet, qu'il peut y avoir des difficultés parce que la Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas la métropole, et reconnaît, 2, que ce n'est pas, à proprement parler, une garantie supplémentaire. Je voudrais d'ailleurs rappeler que la CIF en métropole, Pierre, et c'est important, elle a été mise en place 57 ans après la création du délit de fraude fiscale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que ça a été avéré tout de suite comme quelque chose d'absolument indispensable. Alors, à partir de là, non, c'est pas ce que je veux dire non plus. À partir de là, le problème, il est très clairement le suivant. En métropole, les magistrats qui composent la CIF, ils viennent du Conseil d'État et de la Chambre et de la Cour des comptes. En Nouvelle-Calédonie, si on respectait ce type de dispositif, les magistrats viendraient donc du tribunal administratif, et
de la Chambre territoriale des comptes. Or, est-ce que vous savez combien de magistrats siègent en Nouvelle-Calédonie au tribunal administratif et à la Cour des comptes? Je ne sais pas, je parle sous le contrôle peut-être d'Alexandre, il doit y en avoir globalement 4, 5, même pas. Voilà. Donc il y a une vraie difficulté. Il y a une vraie difficulté à ça. Et il y a une vraie difficulté parce que l'amendement que tu vas déposer tout à l'heure et dont on va discuter, il fait de cette commission un élément indispensable et même une cause de nullité de la procédure si elle n'est pas installée ou si elle ne rend pas un avis conforme. C'est ça qui nous pose problème en réalité. C'est le côté pragmatique de la chose. Parce que tant que cette commission ne sera pas installée, eh bien, c'est tout l'ensemble du dispositif qui sera neutralisé. Donc moi, je souhaite, dans ces débats cet après-midi, qu'on trouve une formule qui permette, parce que je le répète, nous ne sommes pas contre la CIF et la défense des contribuables, mais je souhaite qu'on s'efforce de trouver une formule qui permette de concilier les deux positions pour que ce texte soit voté. Parce que si tout le monde dit qu'il est favorable à la pénalisation de la fraude fiscale, il serait dommage que cet après-midi, à cause d'un problème de commission, au total, le texte ne soit pas adopté. Enfin, j'attire votre attention là-dessus. Hein. Merci. Merci. Monsieur Lallier. Monsieur Lallier. Pardon? Oui, parce que vous êtes rapporteur, donc... Ensuite, monsieur Lanier. C'est votre président, donc... non, je voulais juste rappeler notre position qui a été donnée par la collègue. C'est que il ne faut pas attacher le fonctionnement de ce qui est prévu dans la loi avec la commission. On peut déconnecter. C'est-à-dire qu'il faut créer, mais il ne faut pas que ça soit obligatoirement obligé de passer par là. Ça ne conditionne pas l'application. Une fois que j'ai dit ça, j'ai trouvé la solution pour Philippe Michel. Merci, monsieur Lanier. Je voulais dire à M. Bretigny que j'ai été sensible aux arguments qui suggéraient la création de la CIF. Et c'est pourquoi parce que je suis moi aussi attaché à la défense des contribuables, c'est pourquoi, en accord avec Philippe Michel, qui est l'auteur de la loi, j'ai demandé un amendement numéro 8 qui aura pour objet d'enjoindre au gouvernement de nous présenter ici, au Congrès, chaque année, le résultat de l'activité fiscale et les éventuelles procédures pénales engagées ainsi que de leur aboutissement. Et si jamais nous, élus du Congrès, nous considérions que l'administration va trop loin ou qu'elle a engagé des poursuites qui n'étaient pas utiles, ce que je ne crois pas d'ailleurs, parce qu'elle sait très bien qu'elle est surveillée, on pourra à ce moment-là modifier. Mais Pierre, moi je ne suis pas contre qu'après l'adoption du texte, on engage très vite les discussions pour trouver la possibilité d'installer une CIF. Je suis pas, mais si on l'adjoint à la loi, alors on est sûr que cette loi ne pourra pas être efficace et ne pourra pas être efficiente avant très longtemps. Voilà, c'est tout. Merci, monsieur Bretigny. Monsieur le Président, je ne vois pas quel est le caractère d'urgence absolue à prendre cette loi, cette proposition de loi du pays. Quelle est l'urgence? Je ne la comprends pas trop. C'est très bien d'augmenter les pouvoirs de l'administration pour chasser les fraudeurs. Il faut aussi protéger les contribuables. Et à mon avis, les deux choses vont totalement de pair. Demander un rapport du gouvernement, c'est-à-dire de l'administration fiscale finalement, c'est évidemment... que va vous dire ce rapport? Que l'administration fiscale a abusé de ses pouvoirs? Vous pensez qu'elle va dire ça? J'ai abusé de mes pouvoirs? Non. Si jamais il y a eu un abus, eh bien ce sera trop tard. Et donc c'est pour éviter ces abus que je fais cette proposition. Pour les éviter. Merci. Monsieur Michel.
Enfin bon, au stade où on est dans la discussion, peut-être faudrait-il, ou peut-être va-t-on en reparler au moment où le rassemblement va présenter son amendement. Hein, je pense que tout a été dit au stade de la discussion générale, en tout cas, sur le sujet. C'est un amendement à la fin des articles, c'est ça? D'accord, bon. Bon, dans la discussion générale, pour moi, c'est bon. Hein. Donc, merci. On va, avant de passer à l'examen de l'article 1, je vais donner la parole à M. Lanier pour présenter son amendement numéro 1, qui porte sur l'intitulé de la proposition de loi du pays. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, j'ai un amendement sur le titre de la proposition de la loi du pays. L'exposé des motifs, dans son avis du 2 avril 2013, le Conseil d'État, section des finances, a constaté que le titre initial de la proposition de loi du pays était ambigu en ce qu'il ne visait que la réglementation, ce qui laissait à croire que seules les infractions au règlement édicté par le Congrès seraient susceptibles de sanctions pénales, alors que les dispositions dont il s'agit de sanctionner la violation peuvent relever de loi du pays comme de délibérations autres, ayant le caractère de loi au sens de l'article 99 de la loi organique. En outre, le Conseil d'État souligne que le terme « sanction » doit être préféré à celui de « peine ». Il est donc proposé de changer le titre de la proposition en indiquant que celle-ci est relative à l'institution de sanctions pénales réprimant les infractions à la législation et à la réglementation fiscale. Je vous lis le texte de l'amendement. Dans l'intitulé de la proposition de la loi du pays, remplacez les mots « peine pénale sanctionnant les infractions réglementant et les infractions à la réglementation fiscale », il y a eu un petit loupé, oui, par les mots « sanctions pénales réprimant les infractions à la législation et à la réglementation fiscale ». Il y a un problème de... Merci. Donc je mets l'amendement numéro 1 du rapporteur aux voix. Qui est pour? Contre? Abstention? Merci. Donc on passe à l'examen de l'article 1er. Donc est-ce que on va à la lecture du rapport de la commission? Des observations? Non, il n'y en a pas. Donc y a-t-il des oppositions pour l'article 1? Continue. L'article 2. On va au rapport. Non, il n'y a pas d'observation. Pas d'opposition sur l'article 2. Merci. L'examen de l'article 1060 du Code des impôts créé par l'article 3. Donc, il y a la lecture des observations en commission. Ou sinon, il y a l'amendement numéro 2 du rapporteur. Président, c'est un amendement aux articles 3 et 4, hein, les articles 1060 à 1060-7. Exposé des motifs, les articles 3 et 4 de la proposition envisagent d'instituer plusieurs articles au sein du Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie numéroté 1060 à 1060-7. Or, les usages légistiques recommandent d'assortir la numérotation de chaque article des propositions de loi du pays de la mention LP. En conséquence, il vous est proposé de faire précéder chaque numéro d'article de la mention LP. Le texte de l'amendement, aux articles 3 et 4, la numérotation de chaque article modifié ou introduit dans le Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie 1060 à 1060-7 est précédé de la mention LP. Les renvois opérés à ces articles par les dispositions des articles 3 à 5 de la présente proposition de loi du pays tiennent compte de cette insertion. Bretigny. Je présente mon amendement, Monsieur le Président. Amendement à l'article 3. Dans son avis sur la proposition de loi du pays relative à l'institution de peine pénale sanctionnant les infractions à la réglementation fiscale, le Conseil d'État, je cite, cette fois je vais citer complètement, relève, entre guillemets, relève que si la proposition de loi du pays transpose la Nouvelle-Calédonie les sanctions pénales prévues
par le Code général des impôts, elle ne retient pas de procédure équivalente à celle résultant de l'institution de la commission des infractions fiscales prévue en métropole, accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale. Des garanties de procédure aux contribuables. Ok. Il suggère d'envisager cette possibilité. Je cite encore. L'existence d'un organe consultatif chargé de donner un avis conforme sur l'opportunité des poursuites pénales peut contribuer à jouer un rôle utile de filtre tout en offrant des garanties procédurales au bénéfice des contribuables avant l'engagement des poursuites pénales. Le Congrès pourrait à cet effet s'inspirer des dispositions du Code général des impôts et du livre de procédure fiscale. Et c'est pour répondre à cet avis du Conseil d'État que je vous propose l'amendement suivant, texte de l'amendement. À l'article 1060 du Code des impôts introduit par l'article 3 de la proposition de loi du pays cité en référence, il est ajouté un paragraphe 6 rédigé comme suit. 6.1. Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxes sur les services et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxes de police foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales. La commission examine les affaires qui lui sont soumises par la direction des services fiscaux. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer dans un délai de 30 jours les informations qu'il jugerait nécessaires. La commission émet un avis sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale. La direction des services fiscaux est liée par les avis de la commission. Évidemment, je n'ai rien inventé, c'est une reproduction du texte métropolitain. 6.2. La commission des infractions fiscales est composée, 4 c'est peut-être trop, je serais prêt à mettre de 2 à 4, magistrats ou fonctionnaires du tribunal administratif et de la chambre territoriale des comptes en activité ou à la retraite. Là aussi c'est prévu en métropole. Donc il y en a sur le territoire. Un arrêté du gouvernement fixe les conditions de fonctionnement de la commission. Le président du gouvernement est habilité à passer avec l'État les conventions nécessaires à l'application du présent paragraphe. Merci, Monsieur Michel. Merci, Monsieur le Président. Dans un esprit aussi constructif que possible, et rarement atteint dans cette Assemblée, j'ai une proposition de sous-amendement à faire à l'amendement de Monsieur Breténier qui pourrait, me semble-t-il, si elle était acceptée, d'en sortir. Cette proposition est toute simple, elle consisterait à rajouter, Pierre, à la fin de l'article nouveau que tu viens de lire, une disposition qui serait un point 6.3 qui dirait ceci. Le présent titre n'est pas applicable si la commission n'est pas installée ou si la commission ne rend pas son avis dans les X jours suivant sa saisine. Autrement dit, une disposition qui ne ferait pas obstacle à l'application du dispositif proposé si elle n'existe pas. Hein? Voilà, c'est une formule où on part sur le principe de la commission, on offre toutes les garanties possibles aux contribuables, mais si la commission n'existe pas ou pas encore, ça ne fait pas obstacle au texte. Présent, je serai ou je suis d'accord si le gouvernement s'engage à nous proposer un texte dès que ce sera possible, allant dans le sens de la création de cette commission. Monsieur Lebray. Le gouvernement, en tant qu'exécutif, appliquera les décisions de nature législative. Vous voulez un peu mieux quand même. Parce que le gouvernement voit bien là qu'il y a un accord de tout le monde, à la fois pour qu'il y ait des peines, des sanctions pénales aux infractions fiscales, et en même temps pour qu'il y ait une garantie supplémentaire pour les contribuables par la création d'une commission. Donc est-ce que c'est bien ça que l'exécutif dit? Je vais mettre en place ces deux choses. Le président du gouvernement était favorable au principe d'une commission, donc il n'y a pas de difficulté à ce qu'on prenne contact avec l'État, parce que c'est prévu hein, dans l'amendement déposé, ou le sous-amendement déposé, enfin même l'amendement plutôt, déposé par Madame Delay et Monsieur Vittori. Donc on se rapprochera bien évidemment de l'État pour déterminer les modalités de nomination des magistrats.
et on engagera la suite des travaux tels que c'est prévu par le texte s'il est adopté. Je suis d'accord pour le sous-amendement qui est proposé. Monsieur Lallier. C'était pour dire que si le sous-amendement n'est pas voté, on discute de rien. D'abord, on va voter le sous-amendement avec qui complète l'amendement à Pierre. Sinon, on discute en dehors des règles. Merci. Je mets au vous. Pardon, oui. Peut-être je redonne pour les services du Congrès, c'est ça, hein? Enfin, sous votre contrôle d'ailleurs. Donc nous aurions un 6-3. Le présent 6, ou le présent titre, je ne sais pas de quoi on parle de quoi là? D'un titre, d'un chapitre, d'un... Hein? Bon, le présent 6, quoi, n'est pas applicable si la commission n'est pas installée, ou, Pierre, ou si elle ne rend pas un avis dans les X jours suivant sa saisine, je sais pas, ou simplement si elle n'est pas, ou les 3 mois, ça te va? Mais c'est le délai habituel de silence de l'administration, c'est la référence, quoi. Je sais pas. Ou tant que la commission n'est pas installée. On peut dire ça? Comme formulation, en fait, je sais pas mais ce qu'en pensent les tant qu'elle n'est juristes, pas hein, installée. mais c'est plutôt est applicable à compter du, ou plutôt que n'est pas applicable. Ça fait curieux de passer par une négation. Hein. Oui, pour reprendre les propos de M. Bottagnan, on pourrait peut-être conditionner l'entrée en vigueur de ce dispositif à l'instauration effective de... Ok, voilà, Pierre. Hein? Oui, c'est-à-dire qu'elles ne seront applicables, les dispositions, que lorsque la commission sera installée. Ça te va comme ça? Oui, éventuellement, on pourrait donc créer un paragraphe 7 pour distinguer bien les choses en disant les dispositions du 6 ne sont applicables qu'à compter de l'installation effective de la commission mentionnée, quoi. Donc tout le monde est d'accord sur ce sous-amendement? Il n'y a pas d'opposition. Donc, on est pour ce sous-amendement alors. Donc, et donc sur l'article 1060, l'article 3 amendé, monsieur... Si vous êtes d'accord, compte tenu de ce qui a été dit, on peut mettre peut-être de 3 ou 4, si vous pensez que 4 c'est trop, les magistrats. 3 ou 4, mais on laissera le gouvernement négocier avec l'État. Voilà. Dans les discussions au Conseil d'État, même le rapporteur et les membres du Conseil d'État nous a dit que même des 2, ça suffisait. Hein, donc, ouais. Bon, je mets aux voix les amendements là. L'amendement numéro 2 du rapporteur spécial. Pour. Avec le sous-amendement. Non, c'est l'amendement numéro 2 là, c'est... bah ouais. Donc, pour. Contre. Abstention. Et le sous-amendement, oui, donc, oui, voilà, oui.
L'amendement amendé. Pour? Oui. Après discussion avec l'administration, là, il suggère de ne laisser que le terme de magistrat et d'enlever celui de fonctionnaire qui est trop large. Ils ont peur qu'un planton soit choisi. Non, mais sans plaisanter, effectivement, c'est peut-être mieux de mettre magistrat, on est sûr de l'indépendance, ou presque, sauf pour ceux qui font des murs. On est pratiquement sûr de l'indépendance. Donc on mettrait 2 ou 3 magistrats et non pas fonctionnaires. Voilà. Bon, c'est bon, merci. Donc, donc je mets au voie l'article 1060 ainsi amendé alors. L'ensemble. Pour. Contre. Abstention. Merci. Donc on poursuit l'article 3. Vote de l'article 3 ainsi amendé. Pour. Contre. Abstention. Merci. On poursuit. L'article 1061 du Code des impôts créé par l'article 4. Amendement à cet article, Monsieur le Président. L'amendement numéro 3. L'amendement numéro 3, oui. L'article de la proposition ne reprend que les dispositions du troisièmement de l'article 1743 du Code général des impôts. Pour être plus complet en la matière, il est proposé d'ajouter dans le champ de la répression pénale le cas du professionnel qui a organisé une fausse comptabilité et pour cela de s'inspirer des dispositions du premièrement de cet article 1743. L'article LP 1060-1 serait ainsi complété en ce sens. Sur le texte de l'amendement, l'article 1060-1 est remplacé par les dispositions suivantes. Est également puni des peines prévues à l'article LP 1060. Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal prévu par les articles L123-12 à L123-14 du Code du commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu. Deuxièmement, quiconque a fourni des renseignements inexacts en vue de l'obtention des agréments prévus aux articles 7 LP8 quater, 43 LP45 bis, LP45 bis 10, LP45 ter, LP45 ter 2 et LP45 ter 5 du présent code. Merci. Sur l'amendement numéro 3. Je mets au vote pour. Contre. Abstention. Merci. Je mets au vote l'article 1061 ainsi amendé. Pour. Contre. Abstention. Merci. On poursuit l'examen de l'article 1062 du Code des impôts créé par l'article 4. Alors sur l'article 1060-2, monsieur le Président, il n'y avait pas d'observation de la Commission et il n'y a pas d'amendement sur cet article. Donc on passe au vote de l'article 1062. Pour. Contre. Abstention. On passe donc à l'article 1063. Oui, Monsieur le Président, sur l'article 1063 qui n'a pas relevé d'observation de la Commission, par contre, le Conseil d'État ayant indiqué que les dispositions du premièrement de cet article relèvent de la compétence de l'État en matière de procédure pénale, je vous propose de réserver cet article et de vous proposer dans les jours qui viennent une résolution afin d'étendre à la Nouvelle-Calédonie les dispositions pertinentes de l'article 1746 du Code général des impôts, ainsi que le suggère le Conseil d'État. Enfin, de demander l'extension à l'État, pardon, monsieur. Merci. Donc, sur l'article 1063, pas de... Vous êtes d'accord? C'est réservé sur le... Oui. Il n'y a pas d'opposition? Donc, on continue.
Sur l'article 1064, Oui, il n'y a pas d'observation de la commission et il n'y a pas d'amendement à cet article, Monsieur le Président. donc sur l'article, pas d'opposition. Merci, on poursuit. L'article 1065. Il y a un amendement? Oui, il y a un amendement, l'amendement numéro 4. Le premier alinéa de l'article 1060-5 énumère les impôts concernés par les infractions. Pour être en cohérence avec les modifications récentes portées en matière de taxes de publicité foncière, il vous est proposé de réécrire le premier paragraphe de cet article. Au premier article de l'article LP 1060-5, remplacer les mots de taxes de publicité foncière par les mots de taxes hypothécaires, de contribution de sécurité immobilière, le reste sans changement. Le premier alinéa de l'article LP 1060-5 doit donc se lire ainsi. Les personnes coupables de l'une des infractions en matière d'impôts directs, de taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxes hypothécaires, de contribution de sécurité immobilière et de droits de timbre prévus par le présent code encourent les peines complémentaires suivantes. Voilà. Merci. Sur l'amendement numéro 4, y a-t-il des oppositions? Une observation. Oui. La correction qui est proposée par l'amendement de M. Lally serait à reproduire dans l'amendement qui a été présenté par M. Breténier, pour là aussi substituer au terme taxe sur la publicité foncière, taxe hypothécaire et contribution de sécurité immobilière. Donc sur l'amendement et les recommandations, pas d'opposition. Sur l'article 1065, pas d'opposition. Monsieur Amandé. Merci, on poursuit. Oui, sur l'article 1060-6, Monsieur le Président, il y a un amendement, c'est un amendement purement de correction grammaticale, puisque au tout début de l'article, le verbe doit être conjugué au pluriel et non au singulier. Comment? Le texte de l'amendement, au premier alinéa de l'article LP 1060-6, remplacer les mots de « est passible » par les mots de « sont passibles ». Merci. Donc sur l'amendement numéro 5 du rapporteur, y a-t-il des oppositions? Sur l'article 1060-6, il n'y a pas d'opposition. Monsieur Amandé, merci. On poursuit. Oui, alors sur l'article 1060-7, le Conseil d'État nous a fait remarquer que dans son troisième alinéa, l'article 86 prévoyait déjà que le produit des amendes perçues en application du présent article est versé au budget de la Nouvelle-Calédonie. La loi du pays qui vous est proposée s'appuie bien évidemment sur les articles 86 et 87 de la loi organique, et donc nous supprimerons à la première phrase de l'article LP 1060-7, si vous en êtes d'accord, la phrase suivante, le morceau de phrase suivante que je vous lis: le produit des amendes perçues en application des articles LP 1060 et LP 1060-6 du présent code est versé au budget de la Nouvelle-Calédonie. Le texte de l'amendement, la première phrase de l'article 1060-7 est donc supprimée. Merci. Donc sur l'amendement numéro 6, y a-t-il des oppositions? Sur l'article 1060-7, y a-t-il des oppositions? Monsieur Amandé. Merci, on poursuit. Alors, monsieur... Avant de passer à la... Oui, avant de passer à l'article 5, Monsieur le Président, je voudrais vous proposer deux amendements. Le premier amendement qui nous a été recommandé tant par le gouvernement, par le Conseil d'État, dit ceci: le délit de fraude fiscale, comme les autres infractions pénales, implique un élément intentionnel. Cela signifie que pour que le délit soit constitué, la soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt doit être intentionnelle, et donc que l'auteur a été animé par une volonté de fraude. Dans son avis, le gouvernement suggère que soit ajouté à la présente proposition de loi du pays un article similaire à ce que prévoit l'article L227 du livre des procédures fiscales. En accord avec l'auteur de la présente proposition, l'amendement qui vous est soumis soulignera qu'il reviendra donc au ministère public et à l'administration d'apporter la preuve du caractère intentionnel de la fraude. Si vous voulez bien, je vous lis le texte de l'amendement. À la fin de l'article 4, insérez les dispositions suivantes.
article LP 1060-8. Au cas de poursuite pénale tendant à l'application des articles LP 1060 et LP 1060-1 du Code des impôts, le ministère public et la direction des services fiscaux doivent apporter la preuve du caractère intentionnel, soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés par ces articles. Merci. Sur l'amendement numéro 7, donc, il n'y a pas d'opposition? Donc, sur l'article ainsi... Non, il y a un autre amendement à l'article numéro 4, Monsieur le Président. Donc, poursuivez alors. L'amendement numéro 8, pour la complète information des élus du Congrès, il vous est proposé de demander au gouvernement de joindre chaque année à l'examen du projet de budget primitif un rapport retraçant au 31 décembre de l'année précédente les résultats de l'activité fiscale et les éventuelles procédures pénales engagées ainsi que leur aboutissement. Ce rapport permettra aux élus, entre autres, d'apprécier la pertinence des textes en vigueur et de les corriger éventuellement par modification ou ajout de tout nouvel article, notamment pour la protection du contribuable, à la présente proposition de loi. Et donc le texte de l'amendement, je peux continuer? Non? Vas-y. Président, je voudrais revenir à l'amendement avant. Je voulais me demander, est-ce qu'il faut encore apporter une preuve pour alors que la faute est constatée? Je crois qu'il y a déjà eu un texte où on avait... Là, c'est vraiment nécessaire d'amener une... pour la procédure pénale. Les infractions pénales, comme toutes les infractions pénales, cela implique un élément intentionnel et c'est à l'administration et au parquet éventuellement de prouver l'élément intentionnel. Mais non, c'est simplement que ces éléments intentionnels, en réalité, et la jurisprudence l'admet en permanence, ils découlent d'éléments matériels. C'est le refus réitéré de satisfaire ses obligations, etc. C'est-à-dire que ces éléments matériels-là suffisent à constituer ce qu'on appelle l'élément intentionnel. Donc il n'y a pas de difficulté particulière avec ça. Oui, c'est pour ça que je posais la question si ça vaut la peine de... Je vais demander... Juste une information pour les membres du Congrès. Rappelez que dans le cadre du budget primitif et dans le rapport de présentation du budget, donc sur le programme 1400 qui est relatif à la stratégie fiscale, 10 indicateurs viennent expliciter la manière dont le gouvernement met en œuvre avec ses services les décisions prises par le Congrès en matière fiscale. Donc aussi bien sur la qualité de la prévision que sur le taux de recours, que sur les délais de paiement ou les taux de recouvrement. Donc toute la partie exécution des décisions fiscales du Congrès font déjà l'objet d'un rapport détaillé, mais qui sera complété si vous adoptez cet amendement. On n'aura pas de difficulté à y répondre. Merci. L'amendement numéro 8. Poursuivez. À la fin de l'article 4, après l'article 1060-8, insérez les dispositions suivantes. Article LP 1060-9. Chaque année, à l'occasion de l'examen du projet de budget primitif, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie présente aux élus du Congrès un rapport retraçant au 31 décembre de l'année précédente les résultats de l'activité fiscale ainsi que les procédures pénales engagées et leur aboutissement. Y a-t-il des oppositions? Oui, merci. Donc l'article 5, sans observation. Y a-t-il des explications de vote? Il n'y en a pas? Je mets aux voix l'ensemble du texte ainsi amendé. Y a-t-il des oppositions? Adopté à l'unanimité. Donc, je vais simplement lever notre séance d'aujourd'hui. Je vais demander
aux membres du bureau qu'on se retrouve dans la salle de commission pour donner notre avis sur l'ordre du jour de la prochaine séance. Merci à l'ensemble des élus. Merci. La séance est levée.